Bonjour René Prix, je vais te tutoyer puisqu'on on se connaît de longue date, mais ça me tenait à cœur de proposer une interview, un petit temps avec toi, vidéoscopé, parce que finalement tu es très prolifique en termes d'articles et d'ouvrages, mais on t'entend aussi dans les conférences mais finalement peu sur le format un petit peu interview et ça me tenait à cœur parce que tu as une sacrée carrière. Tu as vu, je pense, beaucoup de choses dans le domaine de la psychologie et aussi de la pédopsychiatrie finalement. Et ça me tenait à cœur d'avoir aussi voilà, un témoignage. Euh, pour démarrer, avant de te présenter tout ton parcours, quand on a déjeuné ensemble il n'y a pas longtemps et tu me disais que tu pensais pas avoir grand-chose à dire ou à apporter, alors que ce qui est ça a fait beaucoup de dissonance avec l'expérience que ben, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ont eu avec toi, notamment dans le cadre du master ou à la fac, parce que ben, vraiment sans te brosser dans le sens du poil, les étudiants ont toujours un excellent souvenir et gardent vraiment un souvenir très très fort de tes interventions dans le sens positif. Et donc je me suis dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas une petite interview et une petite capsule qui voilà dans laquelle tu témoignes de ce parcours très riche. Donc Je te remercie pour je te remercie pour ce début de présentation. Donc René, je vais te présenter. Tu es professeur émérite donc universitaire. Pour expliquer peut-être aux gens qui connaissent pas, qui vont voir cette vidéo, parce que c'est ouvert vraiment à un grand public, le titre de professeur des universités, c'est vraiment le plus haut titre qu'on peut obtenir dans le cadre universitaire. Donc tu as été bien entendu juste avant maître de conférence des universités, professeur des universités, notamment à Montpellier et à l'université de Lyon. Tu as écrit plus de 200, environ 200 articles scientifiques, notamment dans le domaine de l'autisme où tu as un sacré bagage, une sacrée réputation en tout cas. Tu as écrit une dizaine d'ouvrages, dont assez récemment 4 ou 5 ouvrages grand public chez Tom Pouce. Je mettrai les références dans la description de la vidéo. Pas mal axés sur l'autisme et sur les troubles du développement. Et également, tu as participé au groupe de lecture et de recommandation de bonnes pratiques dans le cadre de l'autisme, que ce soit pour les outils ou les interventions proposées aux personnes avec autisme donc en France. Donc, et là, c'est vraiment, je viens de faire un très court résumé de beaucoup de choses que tu as faites, mais ça montre un peu l'ampleur de l'ouvrage et des contributions que tu as eues dans l'autisme. Euh, Première question, si tu veux bien, à moins que tu veuilles réagir à ce que je viens de dire, à ta présentation. Tout était correct. Tout est correct, Allez. impeccable. Qu'est-ce qui t'a amené aux études de psychologie? Euh, donc, je vais plutôt raconter comment les choses comment les choses se sont passées, parce que les motivations, en fait, on les connaît pas vraiment. Bon, à titre personnel, moi, j'étais plutôt à l'aise quand même dans la manipulation des données numériques plutôt que dans les lettres, donc j'étais pas forcément destiné aux études de psychologie telles qu'elles étaient générées au niveau des représentations sociales. Ensuite, à la sortie du bac, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai passé tous les concours qui étaient possibles de passer à l'époque, instit, éducateur, etc. Et je les ai tous ratés. Alors, au début, j'ai pensé que j'étais très mauvais, puis après, je me suis dit, mais au fond, ils sont très bons. C'est-à-dire qu'heureusement que j'ai pas fait une carrière d'instit, d'éducateur. J'aurais probablement réussi, hein, la question est pas là. Mais bon, finalement, j'ai un peu renversé la problématique, donc je suis rentré en fac. Et puis en dernière année de philo, parce qu'à mon avis, c'est là où ça se décide pour un certain nombre de gens, j'avais eu l'occasion de rencontrer deux ouvrages. Un ouvrage de Piaget qui est très peu lu, hein, qui s'appelle Sagesse et illusion de la philosophie. Et puis j'avais lu les études sur l'hystérie de Freud. Alors c'est probablement les seuls ouvrages que j'avais lus 6 ou 7 fois. Bon, je ne sais pas si tu imagines, donc je les connaissais pratiquement par cœur.
Et bon, ça a vraiment été un déclencheur, quoi, cette espèce de couplage là. Alors c'est pas entre Freud et Piaget, mais c'est entre deux écrits là qui disaient des choses assez différentes. Bon, bref, voilà. Donc voilà, je suis rentré en psycho. Et puis probablement aussi avec cette espèce d'illusion. Alors je sais pas si ça a été la tienne, mais selon laquelle être psychologue, bah, c'était aussi tenter de pouvoir modifier des trajectoires individuelles à main nue, si je puis dire. Je suis vraiment convaincu que c'est une illusion, hein. Bon, en tout cas, voilà. Bon, donc j'essaie de rendre un peu cohérent tout ça. Voilà pour ta réponse. Bon, j'espère qu'elle est satisfaisante. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est celle-là qu'on peut décrire en tant que telle. Il y a un mélange du coup, quand même, de curiosité sur le fonctionnement psychique humain et Probablement, oui, oui, ouais. oui, oui. Oui, et puis probablement une histoire personnelle qui amenait à se poser des questions, bon, sur les problématiques adaptatives, à l'adolescence, tout ça, bon, c'est incontestable. Mais ça, c'est des banalités. Bon. Ok. C'est quoi les souvenirs que tu as des études de psychologie dans les années où tu les as réalisées? Bah, Oui. d'abord, moi j'ai fait mes études à Paris 5, donc la rue Serpente, donc quand même un lieu assez mythique. Donc j'ai jamais connu, hein, le transfert qui a eu lieu par la suite au niveau de l'Institut de psychologie. Et donc les études c'était Paris, puisqu'en fait ça c'était couplé avec la fac de médecine, etc., etc., etc. Donc c'était quand même un grand moment, je veux dire, hein, au niveau de la rencontre avec l'université. Ensuite, c'est vrai qu'à cette époque-là, d'abord, c'était pas le master, hein, c'était les DESS. Et alors, première chose, il n'y avait pas de contraintes, contrairement à votre génération, enfin à vos générations pour entrer en DESS. Donc ça, c'est important à dire quand même. Deuxième chose, on pouvait passer tous les DESS qu'on voulait. Alors c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça aussi, c'est un peu atypique. C'est-à-dire que j'ai le DESS à l'époque de psychologie industrielle, j'ai le DESS de technique projective, de maîtrise de l'entretien. Enfin, tu vois, j'ai fait tous les DESS. Et ça correspondait aussi à fait, alors ça c'est au fait que c'est peut-être la troisième caractéristique, c'était plus compliqué pour vous, aussi paradoxal que ça puisse paraître, de trouver du boulot à l'époque. Bon, Mm. comme je voulais pas perdre mon temps et que trouver du boulot c'était lent, c'était compliqué, bah du coup j'ai repris les études. Bon, donc j'ai fait tous les masters plus la recherche d'emploi. Bon, voilà, voilà un petit peu comment les choses se sont passées. Mais du coup ça a quand même été très formateur parce que la culture en psychologie industrielle. Il y avait un DESS à l'époque de psychologie ergonomique, tu vois. Donc les cultures entre cliniques qui étaient quand même très psychanalytiques et puis ergonomiques, c'était pas la même chose. Donc ça a quand même été très formateur. Donc les souvenirs, c'est quand même ça, si tu veux, hein. Il existait déjà un petit peu ces clivages, pour pas dire ces guéguerres entre psychanalyse et autres approches, où c'était vraiment dominé généralement par la psychanalyse, les études à ton époque. Bah, les particularités, enfin la particularité, il y en a plusieurs, mais la grande particularité de la psychologie clinique à Paris 5, c'est qu'elle était à la fois dominée par une certaine psychanalyse, une psychanalyse, on va dire plutôt soft, hein, Chilan, etc., 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 mais aussi par les médecins. Bon, puisqu'à l'époque, quand même, il y avait énormément de professeurs de médecine qui avaient des difficultés à trouver des postes de PUPH dans leur discipline et qui, de fait, alors se sont pas recyclés, mais du coup, ont investi la psychologie et notamment la psychopathologie. Donc on avait à la fois cette double culture, une culture à la fois très médicalisée au niveau d'une psychiatrie de très très haut niveau et une culture psychanalytique. Bon, donc, alors, je dis pas qu'il y avait des tensions, parce que comme c'était deux corps de métier assez différents, les gens ils s'engueulaient pas trop entre eux. Bon, mais en tout cas, entre la psychanalyse et les autres de la discipline, c'est sûr que c'était pas simple. Et ce manque de simplicité, ça se voyait au niveau des postes. C'est-à-dire que quand tu postulais en clinique, si tu n'étais pas d'obédience psychanalytique, tu étais sûr de pas passer, par exemple. Voilà. Donc oui, je réponds positivement à ta question, mais avec l'idée qu'il y avait quand même une richesse supplémentaire au niveau des contenus. Ok. Tout ce qui était psycho du développement, psycho-cognitive, c'était quand même des domaines déjà. Il y avait un essor quand même de ces Ah bah, enseignements. incontestablement, incontestablement. C'était pas c'était ni le début de la psychologie cognitive, ni le début de la psychologie du développement.
Bon, pour te donner un indicateur, en DESS de psychologie clinique, 150 personnes, en psychologie du développement, 20. Donc, si tu veux, ça te donne quand même une petite idée déjà des orientations à l'époque, hein. Bon, Ouais, qui se sont maintenues probablement à ton époque aussi, mais même qui se sont aggravées, hein. Bon, ouais. bon. Et du coup, pour devenir, on va dire, psychologue, toi, tu as été donc psychologue clinicien, enfin, tu es psychologue clinicien, mais tu as passé aussi un DESS de psychoclinique, si je me Ah trompe. oui, oui, moi j'ai fait. Non, mais le premier DESS que j'ai fait, c'est le DESS de psychologie clinique. Donc, moi, je suis profondément psychologue clinicien. Sauf que le fait d'avoir fait les autres des DESS dans la recherche d'emploi, ça m'a amené à investir dans d'autres champs. Alors bon, je sais pas si la question t'intéresse, mais quand j'ai commencé à travailler, d'abord j'ai commencé à faire de la recherche. J'ai commencé à faire de la recherche en gérontologie. Donc, dans un cadre, on va dire, plutôt différentiel, c'est-à-dire c'était des grandes études de cohorte, alors qu'il y allait sur des personnes qui allaient de 50 ans à 75 ans ou 80 ans. Bon, et donc on travaillait sur les déterminants du vieillissement, donc là j'ai énormément appris de choses. Bon, ensuite j'ai eu un premier poste en psychologie clinique, en psychiatrie adulte, au CHU de Colombes, chez Thérèse de Lampérière, qui était le premier professeur PUPH femme en France, donc un contexte très particulier. Et puis surtout, le début de la psychiatrie de secteur, un truc que tu n'as pas connu. Avant, la psychiatrie, c'était les murs, c'était l'asile. Et là, on s'ouvrait, c'est-à-dire au niveau géographique, et on avait introduit une nouvelle pratique, c'est-à-dire les gens se déplaçaient, c'est-à-dire les cliniciens allaient à la maison, je ne sais pas si tu imagines. Bon. À Colombes, c'était quand même les banlieues les plus difficiles, hein, où psychiatrie, misère sociale, etc., cohabitaient, donc c'était vraiment des exercices un peu compliqués. Et puis, du coup, j'ai amassé comme ça les postes. J'ai eu, alors ça c'était des mi-temps, j'ai eu un temps plein dans un hôpital de jour à Ville d'Avray, où on scolarisait les adolescents de la sixième à la terminale avec un statut de psychopédagogue, mais dans une perspective très lacanienne. Bon, c'était pas trop mon truc, mais enfin bon. J'ai fait l'orientation professionnelle du déficient visuel, donc ça c'est l'exploitation du DESS psycho-indus. J'ai fait le recrutement des écoles de kiné à la Salpêtrière, là, bon, c'était un truc énorme. Bon, bref. Donc, j'ai fait un peu cohabiter comme toi un certain nombre d'activités. J'ose même pas te dire le nombre de temps plein que ça faisait cohabiter à l'époque. Bon. Donc, techniquement, c'était difficile à gérer, mais ça a quand même été une expérience extrêmement, extrêmement importante et riche. Et j'ai fait ça, donc, de 25 ans jusqu'à 40 ans. Bon. Ok. Donc ça, c'était une activité, alors je sais pas comment l'appeler, moi, clinique, multiple, etc., etc., etc. Et puis à 35, 36 ans, je dis, bon, quand même, il est temps qu'on passe à des choses sérieuses. Et donc, j'ai passé ma thèse. Bon, moi, j'ai dit, voilà, là, il faut faire autre chose. Bon. J'ai passé ma thèse avec Pichot. Donc Pichot, qui était PUPH à Sainte-Anne, qui était le grand patron de la psychiatrie internationale à l'époque, donc qui a accepté de me prendre en thèse. J'ai fait ma thèse et puis après, après j'ai postulé. Alors, à l'époque, en clinique, c'était un petit peu plus facile que maintenant. Maintenant, tu connais bien les problèmes. Bon, les gens qui postulent et qui sont pris dans le cadre des concours, c'est plutôt des étudiants brillants qui sont sous tutelle, qui sont pratiquement depuis la première année, qui sont identifiés, puis que les professeurs vont former petit à petit. Bon, là, c'est pas le cas. Moi, j'arrive à 40 ans, j'ai pratiquement aucune expérience universitaire, si ce n'est l'expérience de chargé de cours, mais l'expérience clinique était telle que à Montpellier, je suis passé comme une lettre à la poste, et tu te rappelles, dans un contexte clinique quand même qui était assez compliqué, et qui n'était pas du tout le mien. On peut dire les choses un peu comme ça. Ouais. Voilà comment les choses se sont passées, si tu veux. Bon. Donc, alors, je dirais pas que j'étais universitaire à mi-temps, mais j'ai quand même une carrière d'universitaire à mi-temps, de 40 à 65 ans. Et puis, ce que je t'ai pas dit encore, c'est que en tant qu'universitaire, moi, j'étais toujours sur une vision, on va dire, plutôt suisse, canadienne, où l'idée qu'il fallait compléter sa mission universitaire avec une activité clinique. Moi, je comprends pas qu'on puisse parler de clinique si on n'a pas une activité clinique. Bon, Mm. donc tout de suite, j'ai fait des demandes et puis c'est arrivé donc à Perplantada, en pédopsychiatrie, chez les enfants autistes.
tout de suite, j'ai couplé activité clinique et activité universitaire. Donc encore, alors encore une fois, c'était pas du mi-temps. J'avais un mi-temps en clinique, j'avais un temps plein à l'université, mais j'ai essayé d'articuler les deux choses. Là, tu connais bien tout ça. Oui. Et juste avant d'en arriver là, justement, pour, à l'époque où tu as fait ton DESS de psychologie clinique, enfin, juste avant que tu sois psychologue, tu te souviens un petit peu des... Est-ce qu'il y avait des contraintes particulières à l'époque en termes de volume horaire de stage, de mémoire, etc. Est-ce que c'était très différent de quand moi j'ai passé le master il y a 20 ans ou d'aujourd'hui, ou tu penses que c'était à des modalités assez similaires? T'as un peu des souvenirs de ça ou... Bah, oui, enfin, le souvenir que j'en ai, si tu veux, mais c'est plutôt un souvenir organisationnel, c'est-à-dire qu'à Paris 5, c'est quand même la grosse machine. Donc, la gestion des stages était parfaitement organisée. Il y avait un maître de conférence, en fait, qui était pratiquement, enfin, qui faisait que ça à temps plein. Et donc, on te donnait le stage, si tu veux. T'avais pas à le chercher. Alors, Ah ouais. bon, je sais pas si ça peut te dérouter, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même un peu différent. Moi, à titre personnel, ils m'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique dans le nord de la France. Et je passais qu'à 15 jours ou un mois, je sais plus, à temps plein, tu vois. Bon, mais c'était le bornage, c'était comme ça, c'était pas autrement. Bon. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est plus facile? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu me diras ce que tu en penses si tu as le temps. Bon, en tout cas, c'est comme ça que les choses se passaient. Mais j'ai pas eu à me préoccuper de la recherche d'un stage en tant que tel. Ok. Et on vous demandait, comment dire, parce que c'est un peu moi ce que j'ai quelquefois reproché à notre master, qui par ailleurs pouvait être très préparatoire au travail, mais c'est vrai que c'est en termes, tu vois, justement, tu parlais de techniques d'entretien, de guider des parents, d'avoir un peu une perspective aussi toute une perspective sur le travail clinique. Est-ce qu'à l'époque, on vous y préparait mieux? Est-ce qu'il y avait genre, par exemple, beaucoup de jeux de rôle ou des choses de ce type, ou ça restait aussi assez on, on misait beaucoup sur les qualités académiques pour ensuite que la personne se forme après le master, enfin le DESS. Tu as des souvenirs de ça un petit peu de comment... Bah, les souvenirs que j'en ai, c'est plutôt négatif. Hein. Par exemple, la formation à l'entretien à Paris 5, moi je sais pas quelle a été la tienne, mais la formation à Paris 5, c'était 200 personnes en amphi, quoi. Donc c'est de la ridicule achevée. Je vois pas comment tu peux te former à l'entretien. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, la véritable formation, je l'ai lu, c'est dans le DESS de psychologie à l'industriel, où là, il y avait une véritable formation, c'est-à-dire on était 5-6, c'était vidéoscopé, on reprenait les choses, l'éthique de langage, les problèmes de comportement, enfin les véritables techniques d'entretien en tant que telles. Si tu veux. Ça ne s'est pas passé en clinique, ça s'est passé en psychologie à l'industriel. Comme Donc, en quoi. tout cas, alors bon, maintenant, moi, je ne sais pas comment comparer les choses. Est-ce que tu as vraiment été, toi, formé à l'entretien? Je ne suis pas sûr non plus. Quand même, je peux pas dire qu'il y avait rien. Il y a quand même dans le master que tu dirigeais d'ailleurs à l'époque, il y avait quand même des cours. On a eu des cours en TCC, on a eu des cours oui, quand même sur l'entretien, je pense quand même une bonne vingtaine d'heures. On n'est pas Hmm. arrivé à blanc, mais je dirais plus qu'effectivement, c'est un peu comme toi, la présentation souvent était beaucoup plus Académique. académique que mise en pratique, tu vois, concrète. Mais bon, voilà, ça fait partie, j'imagine aussi un peu du parcours du psychologue après de se former encore par la suite. Oui. Et puis là, tu t'aperçois qu'à part les boîtes de formation privée, t'as pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, on va revenir là où là où tu t'es arrêté, justement. C'est quoi finalement quand tu es arrivé à Montpellier, donc tu as, pris t'as eu ce poste à Paye-Replantade, donc au service de pédopsychiatrie du CHU, et dans un service qui s'occupait d'enfants avec autisme. Est-ce que c'est ce point de départ qui t'a amené à l'autisme? Avant, précédemment, tu t'intéressais déjà aux questions de... Non, avant, je m'intéressais pas de façon spécifique à l'autisme, mais j'avais déjà une petite expérience à Ville d'Avray, là, donc un hôpital de jour. Dans la mesure où c'était des adolescents qui étaient scolarisés sans déficience intellectuelle. Et donc, on avait quand même quelques Asperger là, qui étaient vraiment très, très spectaculaires qu'il fallait scolariser. Et moi, je me suis vraiment fasciné par cette population et je me suis un petit peu spécialisé. Donc, j'avais déjà une pré-expérience. Sauf que je te rappelle qu'à l'époque, on appelait ça psychose infantile. Hein. Donc, je veux dire, un contexte théorico-clinique était complètement différent. Bon, c'est a posteriori que j'ai Ouais, ouais. reconstitué
tuer, que bon, voilà. Et puis alors, à Perplantade, il s'est passé quand même des choses, il faut dire, au niveau du contexte, au niveau de l'histoire, qui sont importantes. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a eu la rencontre avec le professeur Rossiliux, qui était un type quand même qui avait un charisme au niveau international, enfin national et international incroyable. Et ensuite, ça, on en parle très peu. Il y a eu deux choses là. Enfin, il y a eu- la première, c'est la sortie de la pédopsychiatrie de l'institutionnalisation. Donc avant, les gosses quand même étaient hospitalisés de 2 jours et 1 nuit. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. C'était l'hôpital psychiatrique pour enfants. Bon, Osilius a cassé tout ça. Donc quand même une ouverture et des aspects prospectifs très intéressants qu'il fallait mettre en place. Bon. Ensuite, la deuxième chose, c'était les aspects de spécialisation. C'est-à-dire que la psychiatrie, la psychiatrie infantile a fait l'économie de la psychiatrie de secteur, hein. Elle est tout de suite passée à une position de spécialisation. Donc la spécialisation, en l'occurrence, c'était les enfants autistes. Et la troisième chose, on en parle très peu, et ça, là, ça concernait le monde universitaire, c'était l'obligation de publier dans des revues à comité de lecture. Jusqu'à présent, tu avais une obligation de publication, mais tu faisais des bouquins, tu faisais des articles généraux, tu faisais des articles synthèses, tu avais des petites revues, etc., etc. Moi, quand je suis arrivé sur Montpellier, j'avais un tout petit dossier de publication. Vraiment, si j'en parle maintenant, je serais complètement ridicule, si tu veux. Bon. Mais donc, l'obligation de publier, je peux t'assurer que ça a changé radicalement les choses, hein. Donc, la sortie de l'institutionnalisation, la nécessité de monter des projets, le fait de se sectoriser, enfin de se spécialiser sur une psychopathologie un peu particulière et la nécessité de publier. Quand tu additionnes tout ça, eh ben, ça t'explique la naissance des CRA, etc., etc., etc. Les choses sont a posteriori assez claires, hein. Et ça, je trouvais ça, en tout cas, moi, dans le cadre du master que j'ai fait, que tu dirigeais, que j'ai trouvé ça quand même assez fort, parce que je pense pas que ce soit de partout qu'on voit ça, qu'il y a un vrai maillage en fait entre le service de pédopsychiatrie de Paye-Replanta, du centre de ressources autisme et les professionnels qui interviennent dans le master. Il y a des possibilités aussi, vous avez quand même ouvert des possibilités pour certains étudiants du master de faire des stages aussi Oui. dans ces endroits-là. Il y a ensuite, enfin moi c'est aussi ce que j'ai vécu, la possibilité ensuite de poursuivre en doctorat avec des projets de recherche clinique, des postes dédiés justement à ça. Enfin, il y a un vrai maillage qui s'est réalisé et que vous avez réussi, Charles Ossillou Oui. à l'époque et toi, et qui n'était Bah, pas gagné quand avant. Charles Sinoux m'a recruté, c'est comme ça qu'on a défini le poste, hein. C'est-à-dire essayer effectivement de mailler, essayer de faire cohabiter, d'articuler l'université et puis la pédopsychiatrie. Alors, avant, moi, j'ai pas connu l'époque, le DESS de clinique était chez les éducateurs, je sais pas où, là, à la sortie de Montpellier, tenu par des médecins et par des lacaniens. Bon, je sais pas trop ce que ça pouvait donner, mais c'est vrai que cette perspective avait pas été ambitionnée en tant que telle. Donc là, c'était l'occasion rêvée. Bon, et comme tu as l'air d'en parler assez positivement, bon, c'est vrai que c'est probablement assez satisfaisant, quoi. Bon, bon, en sachant quand même, tu as dû leur repérer que la cohabitation entre fac de médecine et fac de lettres et fac de psycho, c'est pas toujours facile, quoi. C'est pas les mêmes, Peut-être c'est pas les mêmes contraintes, quoi. Bon. Peut-être à un niveau universitaire, mais entre guillemets, peut-être à un plus haut niveau. Mais nous, en tant qu'étudiants, en tout cas, ça offrait quand même, enfin, on voyait vraiment une vraie articulation. Oui, Enfin, oui, 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 aller non, au centre de ressources autisme, d'ailleurs, qui est aussi qui est un centre de documentation. Donc, il y avait vraiment un lien ultra simplifié et un accès ultra simplifié on va dire, à l'univers de la pédopsie et des troubles du développement et de l'autisme notamment. Et ça, oui. je pense que c'est pas de partout c'est pas dans toutes les villes Non, je qu'on. suis d'accord. Et puis avec cette idée aussi qu'on avait quand même une conception de la psychologie qui était aussi une conception très appliquée, et qu'en tant que stagiaire, on vous demandait quand même de vous former à la maîtrise des outils systématiquement, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les stages, quoi. Bon, bon. Ouais, en termes d'évaluation, en tout cas, c'est vrai qu'on a été plus que bien formés. On peut pas Oui, et puis, enfin, nier. moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que quand même, quand on débute sa carrière, c'est quand même assez facilitant pour trouver du boulot. C'est-à-dire que tu arrives avec un savoir-faire, tu restes pas coincé, bon, sur des trucs, bon. Et comment t'en es arrivé à la psycho du développement? Parce que finalement, on a parlé là
de l'arrivée sur Montpellier, mais finalement, est-ce que déjà quand tu étais sur Montpellier, tu avais cet intérêt pour la psycho du développement ou la psychopathologie du développement, ou c'est arrivé avec ce poste Bah, alors, je vais te dire trois choses. Bon, une chose assez personnelle, c'est-à-dire que bon, j'ai commencé par faire psychologie clinique à Paris 5. Avec le recul, je pense que j'aurais dû commencer par psychologie du développement. Mais à l'époque, bon, l'ambiance n'y prêtait pas. Ensuite, au niveau personnel, bon, t'as vu quand même, j'ai travaillé avec toutes les classes d'âge. Bon, j'ai fait le truc à l'envers. J'ai commencé par les personnes âgées, adolescents, les enfants. Bon, je vais pas terminer chez le bébé, mais enfin, m'intéressais plutôt quand même au sensorimoteur à la fin. Donc, j'avais quand même une histoire développementale, qu'on le veuille ou non, au niveau de la pratique clinique, hein. Bon. Puis, il y a un truc que je t'ai pas dit quand même, c'est que ma sensibilité, je vous en ai peu parlé dans le cadre du DESS, mais ma sensibilité en psychologie, c'est la psychologie différentielle, hein. Moi, mes maîtres, c'est Reclin, c'est Hutto, c'est Lautrey. Je me souviens, Reclin, il me disait, c'est quoi pour toi? C'est quoi le plus important chez l'humain? C'est les différences ou c'est les ressemblances? Tu vois, il y avait une façon d'aborder les choses. Moi, je suis profondément différentialiste, je te le dis franchement. Et dans cet aspect de différence, les différences intra-individuelles, c'est du développement. Bon. Donc, voilà comment j'ai articulé les choses. Ça m'a jamais posé aucun problème. Bon. Mm. Alors après, c'est un petit peu ce que tu suggérais dans les premières questions. C'est vrai qu'au niveau du développement, après, tu te heurtes à des querelles intestines un peu théoriques entre, bon, et là, c'est quand même un peu ridicule. Bon, mais par exemple, à Aix-en-Provence, le département, c'est développement et différentiel, ce qui est pas le cas à Montpellier. Moi, à Montpellier, j'ai toujours tenté, essayé de monter une composante différentielle avec l'ancien président, avec des collègues, tout ça, on n'y est jamais arrivé, si tu veux. Bon, parce que le développement, c'était Piaget, etc., etc. Et je regrette un petit peu, franchement, ce constat selon lequel, quand même, on peut raconter des choses de façon différente. Bon, donc tu peux raconter le développement avec Piaget, mais tu peux le raconter avec Reclin aussi, et la même chose. Et ça ne veut pas dire que les deux points de vue ont tort, c'est des manières différentes de raconter les choses. Je te dirais pas la même chose entre psychanalyse et la psychologie cognitive. Il y en a un des deux qui a forcément tort, hein. Mais sur cette façon de décrire les choses, je pense qu'il y a plusieurs façons. Et c'est dommage on soit pas arrivé là. Bon. Ouais. En tout cas, nous, c'est vrai que je me souviens que moi, c'est ce que j'ai perçu et qui faisait peut-être aussi du sens à l'époque aussi où tu m'as enseigné, c'est on peut inclure de la psycho du développement dans la domaine de la psychopathologie. Enfin, vraiment, cette notion, le cours d'ailleurs, il s'appelait comme ça, un psychopathologie du développement, avec vraiment d'ailleurs ton intention de parler vraiment d'aspect différentiel. Enfin, à mon sens, même si le cours s'appelait comme ça, parce qu'il fallait lui donner, j'imagine qu'il fallait lui donner un nom, Oui, c'est ça. j'ai jamais vraiment, enfin, moi, j'ai jamais perçu que tu nous présentais les différents profils comme étant spécifiquement pathologiques, mais simplement des parcours de développement qui étaient Voilà, exactement. différents. Ouais. Exactement. Mm. Ok. C'est Puis quoi? alors, Vas-y. puis alors, si tu veux, il y a aussi le fait, mais là c'est un petit peu plus personnel, c'est que mon épouse étant institutrice en maternelle, elle a eu cette chance d'avoir toujours eu la même classe, c'est-à-dire faire les grandes sections de maternelle. Donc moi, depuis 25 ans, je passe mon temps à l'école, si tu veux. Bon, donc ma passion, c'était le développement des gosses entre 3 ans et 5 ans. Alors, pas sur les aspects pathos, mais enfin, quoique, mais sur les aspects normatifs en tant que tels. Donc, ça va quand même faciliter les choses. C'est-à-dire que là, j'ai pu aussi mettre des étudiants à l'école sans trop de difficultés et travailler sur le développement. Alors, sur une classe d'âge bien particulière, mais comme ça coïncidait pile poil avec le moment du diagnostic du TSA, alors à l'époque et encore maintenant, hein, je rappelle quand même que c'est pas avant 5 ans que le diagnostic est souvent posé. Du coup, j'avais une base de comparaison normative qui m'a quand même beaucoup aidé, si tu veux. Bon, voilà. Là, par contre, là, c'est assez cohérent, pour une D'accord. fois. C'est quoi un peu les évolutions majeures de la psychologie dont tu as été témoin? Euh, Bon, moi, alors, d'abord, je dirais que l'arrivée des neurosciences, quand même, quand on y était un peu préparé, un peu sensibilisé,
ça a quand même un petit peu bouleversé les choses. C'est-à-dire que ça a quand même obligé, enfin ceux qui le voulaient bien, bien évidemment, à investir d'autres domaines que simplement la psychologie. Enfin, les trois disciplines dans lesquelles il y a eu des avancées majeures, on en parle très peu, mais t'as quand même t'as quand même les statistiques, t'as quand même le connectome, je sais plus comment ça s'appelle, la connectomique, probablement, donc l'étude des réseaux au niveau cérébral, et la génétique. Là, tu as des progrès monstrueux ces 10 dernières années, dont on parle très peu, quoi. Donc il faudra absolument en parler en psycho. Bon, donc il a fallu quand même se pencher sur ces questions, les articuler, comprendre ça fonctionnait. Bon, voilà, donc ça, je pense quand même que c'est une avancée majeure et pertinente. Après, alors, pas en psychologie, mais en psychopathologie et sur l'autisme, il y a eu le fait, quand même, on en parle très peu aussi, mais que depuis 10 ans sur l'autisme, pourtant il y a des centaines de publications chaque année, il n'y a aucun résultat positif qui est sorti. Alors, évidemment, les gens disent ça, c'est une avancée négative, mais moi je pense que c'est une avancée, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand on trouve rien, c'est qu'il se passe des choses, il faut faire des analyses, il faut comprendre pourquoi. Bon, donc, est-ce que ma réponse te satisfait? Je veux dire, à la fois l'idée d'élargir au niveau intellectuel et d'investir des disciplines sur lesquelles on n'est pas forcément préparé. Quand même, moi, je ne sais pas si tu as regardé la génétique, mais c'est pas simple, hein. Je vais te dire, franchement, c'est pas simple. Puis avec l'arrivée de l'épigénétique, avec l'arrivée de la génétique évolutionnaire, etc., 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 il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. La connectomique, là, au niveau cérébral, et puis il y a quand même les nouvelles théories sur les réseaux. Bon, on commence à donner un petit peu de cohérence là-dessus. Et puis les stats, parce que quand même, on a fait d'énormes progrès, alors, notamment dans le cadre des protocoles individuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on essaie de faire de la recherche sur des cas uniques, on a des modèles mathématiques quand même qui sont très satisfaisants à partir d'un seul cas. Bon, l'idée, c'est de multiplier les variables avec un seul sujet, et du coup, ça t'oblige à utiliser des modèles mathématiques dont tu n'as aucune idée. Il faut aller les chercher en météorologie, il faut aller les chercher. Bon, donc tu vois, ça oblige quand même à bouger tes fesses, hein, puis à aller voir ailleurs. Bon, donc ça, c'est des avancées. Et, encore une fois, en considérant que certaines avancées qui avaient été décrites comme négatives sont en fait, à mon avis, assez positives. C'est marrant parce que quand tu évoques enfin, en tout cas, ces changements majeurs que toi tu as observés, euh, c'est comme si là, tu étais pour moi encore une vingtaine d'années en avance sur vraiment ce qui se déroule, entre guillemets, très concrètement sur le terrain, voire dans l'université. Je me souviens que nous, à l'époque, donc moi j'étais formé en 2005, se former aux outils d'évaluation, se former à la TCC ou à des approches structurées, c'était déjà révolutionnaire, si tu veux. Dans le champ plus général, on était très très peu. Moi, même quand en libéral, quand je me suis installé en 2010 et que j'ai proposé de la BA à Montpellier, j'étais le seul. Donc, si tu veux, euh, toi, tu parles des évolutions, vraiment, j'ai l'impression, dans le domaine de la recherche et des avancées, vraiment des connaissances. Mais du coup, je pense que tu t'es construit, au fur et à mesure où tu t'es spécialisé, c'est comme si tu t'es construit aussi quand même un microcosme de connaissances où toi, tu as vu des évolutions qui restent très, très à jour, entre guillemets, là où j'ai l'impression que tu as Oui. très, très grande partie des psychologues et des chercheurs aussi qui en sont même pas là. Enfin, là, on en est à des Oui. années-lumière. Mais si tu veux, bon, ça c'est lié à l'expérience HAS, Haute Autorité en Santé, c'est-à-dire que là, on t'oblige donc à faire des revues de littérature sur une question très pointue. Et là, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a quand même des choses intéressantes, là. Enfin, notamment sur les méta-analyses. Bon, on en est à des méta-analyses de niveau 2, c'est-à-dire des méta-analyses de méta-analyses, voire des méta-analyses de méta-analyses, si tu veux. Bon, donc quand tu es confronté à ça, là, tu t'aperçois quand même que le microcosme dans lequel tu as été éduqué, etc., 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 il est en train de s'écrouler. Et puis, il y a aussi une chose qui me met toujours un petit peu en colère, cette hyper spécialisation dans un domaine donné, quoi. Je trouve ça complètement
cul la praline. Enfin, c'est pas digne d'un enseignant, si tu veux, de consacrer toute sa vie à les enfants de 2 ans et demi et un jour sur une thématique de données. Alors, c'est sûr que la science, elle avance comme ça, c'est sûr qu'elle avance comme ça. Mais tu peux pas faire que ça, enfin, c'est pas possible. Mhm. Bon, Ouais, mais même j'ai l'impression que bon, voilà, l'équilibre psychique, c'est pas bon non plus. Enfin, c'est la variété, c'est quand même c'est ça qui améliore évidemment, l'élan, évidemment, relation, quoi. évidemment, évidemment. Mais tu sais, mais les médecins, ils disent la même chose, hein, et les médecins, ils ont été aussi obligés de s'hyper spécialiser. Et quand ils arrivent en fin de carrière, ils sont complètement dépressifs, hein. C'est-à-dire, ils s'aperçoivent qu'ils savent faire que ça, et ils sont pas bien, hein. Bon. Ouais, bon, ça se voit, hein, moi, il y a beaucoup de médecins que je consulte, en effet, que je sens pas épanouis en fait dans leur Bah, travail. exactement, exactement. Et la même question, je vais la poser, mais sur l'autisme, surtout c'est quoi un peu les évolutions alors, déjà, on va démarrer par les évolutions théoriques majeures que tu as pu constater sur l'autisme, parce que tu parlais de Alors, psychose infantile, justement, à l'époque où on t'a un peu sensibilisé à ça, et vraiment, si on s'en tient vraiment aux aspects théoriques, c'est quoi un petit peu, toi, les ouais. évolutions, les auteurs qui t'ont semblé majeurs là-dedans? Alors, alors on va élargir un peu la question de l'autisme et puis la projeter dans un cadre un petit peu plus large que celui des troubles du neurodéveloppement. Et après, je dirais un mot de la notion de spectre. Bon, d'abord, je pense que la notion de trouble du neurodéveloppement, qui a été très attractive quand elle est apparue dans le DSM-5 en 2013, c'est implanté facilement pour un certain nombre de raisons, qui sont des raisons psychosociologiques, les médecins qui devaient publier, tout ça, troubles du neurodéveloppement, pour eux, c'est quand même plus parlant que la psychose infantile. Bon, et passons. Bon, bon. Euh, donc, donc, une espèce de facilitation à ce que le concept puisse s'implanter. Puis avec le recul, tu t'aperçois que c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'au bout de 10, 15 ans, 20 ans de recherche, il n'y a aucun biomarqueur. Je peux t'assurer que la littérature, elle a été faite, hein. Elle a été faite sérieusement. Donc, tu peux prendre tu peux prendre du pipi d'enfant autiste, tu peux la passer à tous les cribles que tu veux, tu vas rien trouver du tout, hein. Alors, en neurophysio, en neuropsycho, moi, ça me fait rigoler les neuropsychologues qui disent il y a des marqueurs psychométriques de l'autisme, mais c'est de la rigolade, c'est de la rigolade, tout ça. Bon. Donc, on n'a aucun marqueur aujourd'hui avéré sur les troubles du neurodéveloppement, pas simplement sur l'autisme, mais sur les troubles du neurodéveloppement en tant que tel. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit souci, que cette notion mériterait d'être réanalyser, réinterpréter, va-t-elle disparaître, va-t-elle investir tous les troubles, parce qu'effectivement, tout est neuro, donc il y a pas de problème. Je sais pas trop comment ça va se passer dans le DSM-6, mais il y a quand même un petit souci avec l'idée que bah, il faut un retour à la clinique. Je veux dire, on peut pas se contenter de rester sur des concepts aussi larges comme ça, qui sont aussi peu explicatifs que ça. Bon. Mm. Ensuite, ça c'est un premier frein à la recherche et un premier frein à la clinique, donc aspect négatif. Deuxième frein, c'est la notion de spectre qui commence à envahir toutes les choses, c'est-à-dire c'est l'idée de dire qu'un phénomène, eh ben, au niveau de la variabilité interindividuelle, on peut l'étendre comme ça à l'infini. Bon, ça c'est aussi une plaisanterie, enfin bon, moi alors, je veux bien que dans l'autisme, on peut être à la fois trisomique et puis autiste, ça ne pose aucun problème, mais il faut quand même dissocier les deux, c'est-à-dire que quand tu abordes la question des interventions, tu peux pas dire je me sens en priorité sur l'autisme ou sur la trisomie, il faut vraiment travailler sur la notion de désavantage, sur la notion d'impact, en quoi ces deux troubles-là et leur interaction sont-ils impactants, puis tu connais bien la question, quoi. Bon. Et donc, cette notion de spectre, c'est aussi un frein. Bon. Donc, ça sera aussi. Alors, et je t'annonce, elle était introduite dans le spectre de la schizophrénie, etc. Puis tu pourras parler des spectres du TDAH. Bon. C'est la notion de diagnostic complexe et le fait que ces fameux troubles du neurodéveloppement ont cette facilité probablement native à s'associer entre eux. Bon. Mais donc c'est un espèce de nœud, il faut démêler tout ça. Donc il faut retourner à la clinique. Bon, il faut dissocier les choses. Bon, voilà. Donc, c'était quoi la question? Oui, c'était le... Déjà, j'aimerais réagir à ce que tu viens de dire. En fait, enfin, moi, j'ai quand même l'impression, ma grille de lecture et de compréhension de la notion de trouble du neurodéveloppement, je pense que c'était davantage pour amener
cette idée des tendances, parce qu'effectivement, je te rejoins, il n'y a pas de marqueur spécifique, ni dans Aucun. le cerveau, ni dans l'anatomie, ni dans la physiologie, ni dans les gènes qui expliquent TDAH, TSA, etc. Mais que quand même, quand on compare une population qui a ces symptômes et une population qui ne les a pas, on a des tendances qui en termes de moyenne, je veux dire, qui se dégagent, donc qui peuvent faire penser qu'il y a des facteurs qui pourraient, Oui. neuro, qui pourraient intervenir. Et je pense que en tout cas, dans l'autisme, je pense que ça a amené à la fois du bon et du négatif. Le bon, c'est que ça a permis un petit peu définitivement d'évacuer la question, c'est la faute des parents, c'est la faute de la mère, c'est la faute de Nous sommes d'accord. l'éducation, etc. Ça a permis de ne plus avoir aucune équivoque en disant, il y a quand même des facteurs. Non, mais je suis d'accord, Mehdi, c'est-à-dire On qu'effectivement, a pris le sens, on a pris du coup la direction parfois complètement opposée à penser que maintenant c'était uniquement neurologique, presque un trouble neurologique, et qu'on ne prenait plus du tout en compte les facteurs environnementaux, intra-individuels, inter-individuels, qui sont quand même effectivement, comme tu dis, ce qui est là, qui reviennent à la clinique. Donc ça, c'était pour parler de la notion du neuro. Et sur la notion du spectre, on a parlé aussi la dernière fois sur la notion, tu parlais de bifurcation qui a été, que tu as lu chez Mautron. Et là, par contre, je trouve que c'est une question, pour moi, qui est ouverte et qui est passionnante autour des débats et des discussions. C'est est-ce qu'il y a un spectre, est-ce qu'il y a un continuum entre les personnes qui présentent des particularités autistiques et celles qui ne, est-ce qu'il y a un continu et celles qui les ont de moins en moins, ou est-ce qu'à un moment il y a effectivement une bifurcation qui se crée à un moment du développement, comme tu le disais. En fait, on va rester dans ce cheminement et on va le rester à vie, entre guillemets, finalement. Et si on ne l'est pas, on peut pas le développer ultérieurement. Tu veux bien alors, parler? on va répondre à tout ça, mais on va mettre un petit peu d'ordre quand même. Bon, Ouais. d'abord, sur la notion de spectre, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que dans les mérites, mais là, c'est des mérites politiques, elle a eu le mérite d'écarter la psychanalyse, je veux dire, avec un discours, enfin bon, qui était quand même assez abscon et puis un peu ridicule. Donc ça c'est un mérite conceptuel de cette notion de trouble du neurodéveloppement. Bon, le fait qu'elle ait mis l'accent sur les aspects, on va dire, organiques, aucun problème. Mais c'est plutôt sur les aspects génétiques, si tu veux, plutôt que sur les aspects neurodéveloppementaux, puisque pour l'instant, à ce niveau-là, on n'a rien. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas un jour, mais pour l'instant, on n'a rien. Alors, que les troubles du neurodéveloppement soient génétiquement marqués, c'est évident, mais ils le sont probablement dans une dimension familiale en tant que telle, au sens où ta taille, elle est génétiquement marquée, mais c'est des centaines de gènes qui participent à ta taille, et que si cette idée un peu cucul-praline selon lequel il y aurait des gènes de l'autisme, des gènes du machin, des gènes du truc, c'est probablement une idée qu'il faudrait abandonner en tant que telle. Donc, c'est organique, c'est incontestable, mais cet organisme, il va rencontrer l'environnement et puis il va être en interaction. Bon, donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je suis pas sûr que la notion de trouble du neurodéveloppement rende compte de façon intelligente de ces troubles-là. Bon, donc ça, c'est la première parenthèse. Ensuite, quand tu dis les avancées nouvelles là, par rapport à la bifurcation, moi, ce que je pense, mais profondément, mais j'aurais du mal à le démontrer, mais que la réalité, elle est catégorielle. C'est-à-dire que la continuité, c'est une illusion. C'est-à-dire notre perception qui rend qui nous donne l'impression que c'est du continu, c'est une illusion. Le cinéma, c'est du 24 images par seconde, hein. C'est à l'illusion du continu, mais c'est du catégoriel. Donc je pense que la réalité, elle est catégorielle. Donc je pense que les troublements, je pense que les phénomènes décrits comme psychopathologiques, c'est des catégories qui sont naturelles. C'est pas du continu entre la normalité et la pathologie. Et donc j'associe, on reprendra ça peut-être avec la notion de neurodiversité qui me gêne un peu. C'est bon, cette idée de continuum. J'y crois pas trop. Alors maintenant, effectivement, est-ce que cette discontinuité, est-ce qu'elle est pathologique ou pas? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'elle relève de maladie en tant que telle? Mais la notion de maladie, c'est aussi un concept, hein. Ça implique qu'on en connaisse l'étiologie, l'évolution et puis les thérapeutiques, ce qui marche absolument pas pour la psychopathologie. On sait pas d'où ça vient, on sait pas trop comment ça évolue et on sait pas traiter. Bon, alors, déjà, ça commence mal, hein. Bon, donc alors, à la limite, pour la dépression,
peut-on accepter l'idée qu'il puisse y avoir des maladies dépressives? J'y serais assez d'accord, mais l'autisme n'est pas une maladie. Le TDAH n'est pas une maladie. Bon. Donc, non, mais c'est important à dire comme Même, ça, si tu eh veux. ben, Bon. c'est marrant que tu soulèves la dépression parce que même il y a tout un champ de recherche très récent, la méta-analyse, qui même montre que ben, les antidépresseurs, comme qui ont été pendant très longtemps étudiés comme étant une des pistes efficaces, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'en fait, c'est pas si précis que ça en fait en termes Je suis d'accord, je d'efficacité. suis Et donc, ouais, d'accord. ouais, Oui, c'est oui, non, mais tous les phénomènes, tous les tout à phénomènes fait. mentaux sont effectivement, dès qu'ils sont réduits à une Mm. seule cause neuro, ça marche pas en fait. En Nous termes de... sommes d'accord. Non, mais nous sommes entièrement d'accord. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Et c'est vrai on pourrait y réfléchir, enfin, notamment chez la dépression chez l'enfant. Bon, hein. Bon. Alors, maintenant, là, si on en revient à l'autisme, bon, le schéma que j'ai en tête, mais c'est un schéma qui est vraiment très, très personnel, c'est que il y aurait quand même une espèce de sensibilité génétique qui porterait sur le, alors, allez, on va dire les choses simplement, sur le traitement sensoriel, sur l'orientation perceptive. Donc, il y a une orientation perceptive qui est génétiquement marquée dans l'autisme, qui fait que ces enfants-là sont davantage centrés, mais nativement. C'est leur orientation du développemental vers plutôt le traitement des objets en tant que tels, qui vont affiner, qui vont procéduraliser, etc., 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 etc. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau clinique, dans un premier temps, on repère absolument rien, hein. Bon, et puis les premiers signes apparaissent aux alentours de 18 mois, enfin entre 1 mois et 24 mois, avec une médiane à 18 mois, où là tous les parents du monde sont d'accord pour dire il y a quelque chose qui se passe, et là c'est l'hypothèse de Motron, c'est-à-dire que sur cette espèce de fond génétique là, qui porte sur l'orientation perceptive, il y aura une deuxième orientation, il y aura une deuxième bifurcation qui serait que ces enfants-là vont éviter de traiter les informations, enfin, de traiter les informations quand ces dernières sont traitées dans un cadre social. Ils parlent de biais social, ça les intéresse pas. Bon, c'est-à-dire le fait qu'il y a un partenaire qui va médiatiser le traitement de l'information. Pour eux, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, donc ils vont s'intéresser au monde enfin, ça va conforter, ça va renforcer ce traitement-là qui est centré, cette orientation perceptive qui est centrée sur le monde des objets, et qui pour certains d'entre eux, ils ne sont pas très nombreux, 10%, ça va donner des hyper compétences, ça va donner des gens qui vont faire avancer l'évolution. Moi, je dis les choses comme ça. Bon. Donc l'autisme, c'est bien une catégorie, c'est bien une orientation développementale, mais qui n'est pas pathologique en tant que telle, c'est-à-dire que elle est acceptée par l'évolution. Sauf que c'est pas facile d'être autiste dans nos sociétés actuelles où on est hyper connecté. Merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est pas facile. Bon, donc l'autisme est impactant et il est handicapant, pour dire les choses de façon bébête, et c'est ça qu'il faut traiter. Mais l'idée qu'on va traiter l'autisme, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Et on va y revenir, mais du coup, en quoi ce que tu viens de dire, ce serait contradictoire avec la notion de neurodiversité ou de neurodivergence? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça que Ah ça oui, oui. rapporte, la neurodivergence, justement. Enfin, c'est la définition que tu viens de donner. Ben, C'est- non, 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 parce que si tu veux, moi, la notion de neurodivergence que j'ai en tête, c'est celle qui est issue des gens qui la revendiquent, c'est-à-dire des gens qui viennent en consultation dans les CRA adultes pour qu'on leur pose un diagnostic d'autisme auquel ils tiennent absolument. Bon, c'est eux qui ont lancé cette espèce de mode culturel là, de neurodiversité, et donc quand même, encore une fois, hein, qui s'appuie sur un cadre théorique qui est celui de la continuité fonctionnelle. Bon, et donc, c'est pas du tout contradictoire. Moi, je suis dans la discontinuité. Alors, ceci étant dit, tu, tu peux faire rentrer l'autisme dans la neurodiversité en disant effectivement c'est une autre façon de se développer au niveau neuronal, mais avec une acception de la neurodiversité qui n'est pas celle des tenants actuels. C'est D'accord. quand même une position, à mon avis, un peu idéologiquement marquée. Ok, bah, tu vois, moi, Et qui c'est... fait pas avancer les choses, si tu veux. Oui, Bon. oui. Mais ta définition, je trouve qu'elle rejoint certains concepts de la neurodivergence qui expliquent en effet que c'est un autre chemin et que Oui, rien absolument, à, exactement. il y C'est a une rien autre à- trajectoire. c'est Oui, oui. pas, et du coup, on la dépathologise aussi Ouais. Mm, mm. de ce fait, quoi.
Ouais. Alors, si tu veux, tu vois toutes les questions que ça peut poser. C'est que en tant que psychologue ou clinicien au sens large du terme, est-ce qu'on peut modifier une trajectoire? Est-ce qu'on peut tripatouiller une trajectoire? C'est ça la question. Bon, Mm, si t'es ancré sur des positions scientifiques actuelles, tu dis ça va être compliqué, hein. Je veux dire, mm, comment on fait pour modifier des contraintes génétiquement aussi fortes et puis qui à un moment donné rencontre un environnement qui est probablement un environnement ou facilitant ou aggravant en fonction de la position qu'on a, et comment moi, pauvre clinicien à main nue, je peux intervenir là-dessus. Bon, alors, tu as le droit de penser que tu peux faire ça, toi, mais moi, à titre personnel, je serais plutôt pessimiste, si tu veux. Voilà, bon. Mais toi, ça, c'est entre nous. Mais mais toi, on en a déjà discuté, t'es quand même assez d'accord que par contre, enfin, une intervention ne devrait pas, comme à une certaine époque, ne devrait pas cibler les symptômes autistiques juste parce pour normaliser les personnes, entre guillemets, Absolument, mais devrait cibler les désavantages, absolument, absolument. et sur. Absolument. Et là, effectivement, comme les désavantages de l'autisme, c'est plutôt psychosocial, quoi. Donc, c'est plutôt sur le fait, effectivement, de vivre correctement l'interaction et que les compétences sociales, enfin, dans les compétences sociales, il y a quand même un fort apprentissage. Bon, là, je pense qu'on peut intervenir. Bon, alors maintenant, est-ce que les personnes autistes, est-ce que tu leur as posé la question? Je veux dire, est-ce qu'ils sont mieux quand ils ont été rééduqués ou pas? Moi, j'en sais trop rien. Toi, à mon époque plutôt, l'idée qu'on puisse être autiste et psychologue était une idée qui était complètement saugrenue. Et puis avec le vieillissement, l'expérience, son âge, etc., etc., on aperçoit que le nombre de psychologues autistes a été exponentiel. Bon, donc tu peux être psychologue et autiste. Bon, je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils fonctionnent, je sais pas s'ils font du bon boulot, du mauvais boulot. Je pense qu'ils font du bon boulot. Bon, je termine là-dessus. Et donc, si tu veux, est-ce que moi je leur ai posé la question parce qu'ils sont parfaitement rééduqués, ils savent comment il faut intervenir quand on connaît pas la personne, la phrase qu'il faut utiliser. Bon, donc ça encombre leur mémoire de travail, une surcharge absolument dingue. Et quand tu leur demandes est-ce qu'ils sont plus heureux, c'est pas forcément sûr. Mais je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Je pense qu'en fait, comment dire, les compétences sociales, elles finissent par devenir pour moi computationnelles. C'est juste qu'il faut donner, pour moi, les personnes avec autisme souvent nécessitent qu'on leur donne de la logique en fait. Et d'ailleurs, quand c'est pas logique, c'est en tout cas grâce à elles aussi qu'on peut faire D'accord, évoluer nos propres modèles sociaux. je suis Mais d'accord. à partir du moment où on leur offre un petit peu, on va dire, un logiciel, moi par exemple, quand je parle de la notion d'intimité. Ben, c'est vrai que la notion d'intimité, c'est quelque chose qui peut être très psychologique, hein, je parle. C'est quelque chose qui peut être très abstrait, mais par exemple, les personnes avec autisme, en habileté sociale, je vais leur dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà quel type de sujet on peut aborder avec des inconnus, des gens qu'on connaît, qu'on côtoie un petit peu, puis des gens avec qui on va devenir amis, ou partenaires amoureux ou amoureuses, ou des gens avec qui on a une connexion plus proche. Ben, une fois qu'ils commencent à avoir un petit peu cette carte mentale, finalement, c'est un apprentissage qui peut se procéduraliser, hein, finalement. Oui, 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 Et, absolument. mais peut-être c'est des situations, et on en revient aux aspects sensoriels finalement. Je pense que c'est des situations qui vont parfois, sur lesquelles on ne pourra pas agir en termes de rééducation. Il y a des situations auxquelles elles peuvent s'exposer ou à laquelle elles peuvent faire face, mais qui leur demanderont, qui seront Nous très. sommes entièrement d'accord là-dessus, mais mon propos, c'était pas ça. C'était est-ce qu'après une rééducation, bon, qu'il soit propre, etc., 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 est-ce qu'on trouvait chez eux le plaisir à rechercher les interactions, à se mettre dans des réseaux sociaux, etc. J'en suis pas tout à fait sûr, si tu veux. Ah, si, moi oui, justement. Mais bon, je vais Bon, prêcher pour ma ben, bon, paroisse. bon, bon, bon. J'ai prêché pour ma paroisse, mais c'est ce que je te disais la dernière fois au déjeuner, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me dire, il y a des adultes avec autisme que je reçois et qui me disent, ah non, je suis pas intéressé, je veux pas avoir des relations amicales, ça m'intéresse pas, etc. Sauf que tout, vraiment, je peux dire, je peux en témoigner, 100% des enfants que j'ai accompagnés en habileté sociale ont fini par développer et surtout apprécier la relation sociale et les rechercher. Donc, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire, ben, ces personnes-là, si elles avaient été suivies enfants dans le cadre d'un processus comme ça éducatif, est-ce qu'elles n'auraient pas fini par
apprécier et rechercher la relation sociale. Bon, c'est un point d'interrogation, mais Mm. je pense que c'est plutôt l'exposition négative à la relation sociale qui fait que la personne, elle en est dégoûtée et que elle a plus envie de... Enfin, c'est bon, c'est un sujet qui est clos pour Oui, oui. elle et elle a trouvé d'autres méthodes adaptatives. Donc, quand moi, Bon, là, tu me poses une question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi. Donc, il faudrait que je réfléchisse, enfin, ou qu'on réfléchisse ensemble, parce qu'effectivement, c'est une question importante. Je sais pas s'il y a des papiers là-dessus, j'en sais rien, il faudrait regarder. En tout cas, dans les papiers sur les habiletés sociales, Oui. malheureusement, c'est pas les études scientifiques de meilleur niveau, mais par contre, ce dont les psychologues témoignent, c'est que ce qui revient tout le temps dans les articles, c'est les personnes pour la première fois disent qu'elles ont apprécié les relations sociales, qu'elles se sont senties compétentes, en sécurité dans les interactions. Et donc ça, je trouve ça quand même intéressant de dire quand on propose une intervention structurée, prévisible, où il y a des médiateurs, en fait, des intervenants qui médiatisent et qui font en sorte que les interactions soient toujours positives, ou alors qui apprend aux gens aussi à, à communiquer sur des désaccords, mais de manière positive, non violente, il y a quelque chose il y a un changement qui peut s'opérer sur ce qu'ils pensent des interactions. Non, mais je te fais confiance. Mais non, non, mais je te fais confiance à 100%. Mais si tu veux, la petite expérience que j'ai avec les psychologues, neuropsychologues de haut niveau que je fréquente, que je côtoie, c'est pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire, ils sont parfaitement adaptés, il n'y a vraiment aucun problème, mais avec quand même cette surcharge au niveau attentionnel qui est quand même très coûteuse. Et puis le fait que ils recherchent pas, enfin, les deux, trois personnes que je connais recherchent pas de façon spécifique les interactions, quoi. Bon. Hmm. Mais Yes. bon, je me refuse à généraliser, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, pareil. Du coup, ce sera intéressant à creuser. C'est intéressant à creuser. Écoute, pour finir l'interview, j'avais envie de te poser la question, toi, des perspectives, des évolutions que tu vois qui te semblent possibles dans le domaine de la psychologie, dans le psycho du développement, dans l'autisme. Alors, perspective, évolution, ou même les questions qui te sembleraient intéressantes ou vers lesquelles il faudrait aller. C'est très Mhm. large, hein, mais justement. Alors, moi, mais là, encore une fois, ma réponse, elle va être très personnelle. Euh, enfin, une des particularités de l'humain, c'est qu'il a exporté ses connaissances parce que le cerveau était incapable de les traiter de façon native, elles étaient trop importantes en tant que telles. Et entre 0 et 25 ans, donc, on passe notre temps à se réapproprier les connaissances qui ont été fabriquées par nos ancêtres. Bon. Et donc, je pense quand même que dans l'évolution de la psychologie, ça va se jouer quand même au niveau de l'articulation entre psychologie et éducation. Alors, je ne sais pas comment faire, puisque le terme de psychopédagogue est tellement galvaudé et puis tellement utilisé dans des usages différents que je ne sais pas trop s'il faut l'utiliser en tant que tel. Mais je pense que ça va se jouer à ce niveau-là. Alors que ça soit dans le développement typique, hein, c'est-à-dire comment on va mettre en place des procédures, et là je pense que les nouvelles technologies vont nous aider pour se réapproprier de manière beaucoup plus aisée ces milliers de connaissances qu'il conviendra d'avoir à l'avenir pour être adaptées à notre environnement changeant. Puis surtout, il va y avoir des applications dans le développement tel qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que quand on a des trajectoires développementale aussi singulière, la seule façon d'aider ces enfants-là, c'est de comprendre comment ils se développent, hein. C'est de comprendre comment ils pensent, c'est de comprendre comment ils fabriquent des connaissances. Et si tu prends l'exemple de l'autisme, tu vois, par exemple, tu citais l'ABA de tout à l'heure. L'ABA, bon, c'est un mode d'apprentissage qui est utilisé par tout le monde. Je suis pas sûr qu'il soit privilégié par les enfants autistes pour apprendre des connaissances nouvelles, hein. Je veux te dire, quand on sait le déséquilibre. Alors, j'avais pas terminé ma phrase tout à l'heure, mais en fait, l'autisme, c'est quoi? C'est un déséquilibre dans le traitement de l'information entre les processus ascendants et les processus descendants, entre bottom-up et top-down, qui fait que la base de connaissances sur lesquelles s'appuient les enfants autistes est tellement particulière que les prédictions qu'ils font sont pas du tout les nôtres. Bon, si tu comprends pas ça, tu peux pas les aider. Bon, donc la psychopédagogie dans l'autisme, ça va ça va consister à comprendre comment ça fonctionne et donc à les aider au niveau éducatif, enfin psycho-éducatif. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc là, tu articules bien théorie et recherche. Bon, et il y a du boulot, hein.
Bon, il y a du boulot parce que les psychologues, ils sont pas prêts. Puis quand tu regardes en sciences de l'éducation en France, quand même assez catastrophique, hein. Je veux pas être méprisant, mais enfin bon, bon. Donc il y a un gros chantier. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que là, il y a des choses à faire. Bah, Bon. je pense qu'avec ton recul, tu peux te le permettre, t'as plus rien à perdre, tu peux le dire. Moi, je pense que la BA, en fait, je le vois plus comme un moyen. Mais effectivement, je te rejoins. Je pense on pourrait faire de la BA, parce que pour moi, la BA, c'est un modèle d'apprentissage qui est valable pour tous les êtres humains, quel que soit son profil. Mais les plantes aussi. Voilà. Mais par contre, effectivement, si on s'appuie vraiment sur ce que tu viens de dire, sur comment fonctionne la pensée ou se développe un enfant avec autisme, ben, ça peut être un outil leur permettant de comprendre les modèles prédictifs, en tout cas d'avoir des modèles prédictifs dans la tête. Et moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai défendu la BA. C'est pas dans une optique de les normaliser et du coup de les forcer à venir dans le chemin normatif développemental, mais plutôt de leur donner ben, des outils pour qu'ils puissent être le plus épanouis et autonomes possible avec leur fonctionnement, mais leur expliquer, ben, regarde, c'est comme ça que fonctionne ce monde. Maintenant que tu l'as compris, ben, tu, entre guillemets, tu fais un peu ce que tu veux de ces modèles, de ces outils, mais leur Hmm. aider à mieux comprendre. Pour moi, je le vois plus comme une porte d'entrée vers le monde que effectivement les forcer à rentrer dans un chemin développemental. D'accord, d'accord. Non, mais dis en ces termes-là, je suis entièrement d'accord. Maintenant, il reste à ce que tu me démontres que techniquement, ce puisse être efficace, hein. Hmm. Parce Là, que jusqu'à présent, quand même, ça n'a pas été le cas. Je veux dire, quand tu regardes les méta-analyses et les résultats de la BA sur le développement autistique, c'est 0 + 0 égale la tête à Toto, hein. Alors bon, il y a sûrement beaucoup d'erreurs méthodologiques, tout ça, mais enfin bon. Donc, ne crois-tu pas que c'est aussi relié on avait parlé aussi, mais au niveau de déficience intellectuelle, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas, oui, ça c'est un problème, ça, oui. Ah oui. on mélange dans ce qu'on appelle D'accord, TMSA plein de profils différents. d'accord. Hmm. Et je pense que bah, il y a, effectivement, tu pourras faire 40 heures d'ABA par semaine avec un enfant qui a qui bloque entre guillemets un palier de développement. Ça mènera pas de changement. Enfin, moi, ça, je suis en suis persuadé, quoi. Mais est-ce que tu es quand même d'accord avec l'idée, enfin, cette idée développementale et différentielle, c'est que l'humain est doté quand même de mécanismes neuropsychologiques multiples, que l'apprentissage de type ABA en est un, mais qu'il y en a d'autres, et que l'idée, ça serait d'offrir la multitude des opportunités des autres mécanismes chez les personnes qui ne les ont pas découverts, ou qui ne les ont pas recensés, ou qui ne les ont pas vécus. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On peut apprendre par imitation, on peut apprendre par... Alors, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur l'apprentissage. On n'est ni visuel, ni auditif, tout ça, c'est des grosses bêtises. Mais en tout cas, il y a quand même des mécanismes neuropsychologiques multiples pour apprendre, C'est ça. qui dépendent de ton âge, de ton contexte, bon, de ton niveau intellectuel, probablement. Ok. Ce serait bien, juste pour conclure aussi, peut-être que tu puisses nous éclairer sur cette différence justement entre développement et apprentissage. Parce qu'en fait, dans ce que tu dis, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que l'apprentissage, enfin, pour moi, l'ABA, c'est du conditionnement opérant. C'est-à-dire c'est comme ça pour moi, qu'on expliquerait le mieux comment se modifient des comportements et comment ils se modifient, c'est parce qu'il y a des conséquences positives ou des conséquences négatives, entre guillemets, à tel ou tel stimulus et comment on se comporte face à un stimulus. Et j'ai l'impression que quel que soit le type de méthodologie éducative qu'on proposera, les comportements se façonneront toujours de manière opérante, enfin, reliée au conditionnement opérant. Donc moi, pour moi, l'ABA, je le vois que comme une sorte de matrice de départ, par-dessus laquelle ensuite on va effectivement explorer peut-être d'autres Oui, modalités d'exploration. oui, non, mais c'est assez bien dit. Alors, juste sur cette question apprentissage et développement, bon, d'abord, c'est une question redoutable. Moi, je ne sais pas si tu as été confronté à une époque, bon, c'était assez pervers, mais pour Oui. l'entrée en DEA, l'examen, c'était apprentissage et développement. Puis, on a fait ça J'ai pendant des décidé années de me parce que lancer. ça nous amusait énormément de voir comment les gens avaient réfléchi à la question. Bon.
Ensuite, enfin, alors moi, dans la situation où j'en suis actuellement, bon, je pense que les deux choses sont en interaction. C'est-à-dire que je pense que l'apprentissage est un des déterminants qui participent au développement. Donc, c'est ce que tu as intelligemment bien décrit. Mais que le développement, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que le développement, on est sur des prérequis. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de déterminants. Puis à un moment donné, ça va se matcher. Et puis, donc, il va y avoir un phénomène d'émergence. Alors, cette notion d'émergence, elle est pas très claire, mais en tout cas, la somme des parties est pas égale au tout, et donc ça va changer l'organisation. Enfin, il va y avoir un changement d'état, comme on passe de la vapeur, etc., 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 etc. Bon. Et puis après, tu repasses à nouveau sur des déterminants, etc., etc. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça on devrait davantage s'intéresser à la psychologie du développement quand on s'intéresse à l'éducation et au comportementalisme, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Tu peux pas, par exemple, un enfant qui est au sensorimoteur, imaginons qu'il est au stade sensorimoteur, si on prend les stades de Piaget, tu peux pas le forcer ou lui apprendre directement à aller vers quelque chose qui serait de l'ordre des opérations concrètes. Il va falloir qu'il passe obligatoirement par du préopératoire. Et C'est là, ça. comme tu dis, c'est comme s'il y avait une sorte il y avait une base sur laquelle on pouvait pas agir. C'est-à-dire, c'est Absolument. son développement, c'est son mode d'interaction avec le monde qui détermine, qui va pouvoir accéder à des apprentissages, qui va pouvoir en fait être guidé sur ces apprentissages, mais s'il n'en est pas là, tu ne pourras pas forcer en fait ces apprentissages. Oui, mais est-ce que tu vois quand même la complexité des choses? C'est-à-dire que si tu quittes un modèle linéaire en escalier, puis piagétien classique, au profit d'un modèle, on va dire, un petit peu plus complexe, dans laquelle tu as t'as des centaines de déterminants qui sont en interaction, et que ces interactions, ça dépend de l'âge, ça dépend du contexte, ça dépend du niveau intellectuel, ça dépend du niveau de langage, ça dépend de tout ça, et que c'est dans cette interaction qu'on va faire émerger les choses, mais que c'est impossible à connaître le mécanisme qui va faire que ça va émerger. Bon, Hum. moi, tu peux pas faire émerger du sensorimoteur au concret, enfin, ou alors tu auras le prix Nobel dans la seconde. Bon, donc on sait pas faire ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'utilisais une métaphore escalier, justement, parce qu'elle, je trouve qu'elle parle bien. Elle parle bien sur le fait que l'enfant, enfin, ou le système en est à un niveau qui est tous les apprentissages, les stimulations ne suffiront pas, en fait, à sauter des étapes. Il y a des étapes à respecter. Et donc, ça montre bien qu'il y a du développement. Enfin, le développement, il est aussi relié à des choses qu'on ne maîtrise pas de manière environnementale non plus, en fait, qui est une dynamique. Et puis puis la dernière parabole ou la dernière métaphore, je ne sais pas si tu la connais, là, c'est celle des aveugles qui touchent un éléphant. Donc, il y en a un qui va toucher la trompe, il y en a un qui va toucher la queue, il y en a un qui va toucher la patte. Donc, chaque aveugle va avoir sa représentation de l'éléphant. En tout cas, ils parleront tous de l'éléphant. Et moi, je suis là-dessus. C'est-à-dire, je pense que, en ce qui concerne le développement, bon, là, on a utilisé des concepts bien particuliers, mais je pense qu'il y a de multiples façons de raconter le développement. Bon. Ouais, mais Et il faudrait que nos collègues acceptent ça aussi. Bon, oui. on n'a pas forcément raison ni tort, tout ça. Par contre, encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais alors cette espèce de psychologie intégrative qui consiste à dire tout est bon, tout est mauvais, et moi je fais à la fois de la psychanalyse, du behaviorisme, je sais pas quoi, tout ça c'est ridicule, franchement. Il y a des choses, comme dit Popper, hein, quand deux personnes ont des idées différentes sur un même objet, il y en a au moins une des deux qui a tout faux, hein. Bon. Donc, non, mais je crois à ça, si tu veux. Bon. Par contre, c'est pas la même chose que de dire qu'on peut raconter les choses de façon différente. Hmm, complètement. Voilà un peu où j'en suis là, maintenant. Bon, je sais pas Hmm. si ça va encore évoluer, mais enfin, ouais. Bah, écoute, ce sera une bonne conclusion pour cette interview. Bon, Je te bah, ça va bien. remercie. C'était très riche. On va se retrouver après. Je vais arrêter l'enregistrement, mais c'était très riche. Merci, merci René. Eh ben, C'est merci Médée de m'avoir confié à cet exercice difficile.